Bon alors, bonjour à tous. Moi, je vais être plus sobre en slide que, euh, que mon ami Julien, qui en a préparé beaucoup et très précis. Mais du coup, nos interventions s'enchaînent bien parce que là, on va monter d'un cran. On va passer du coup de la finance au cadre général des politiques monétaires qui peuvent avoir un impact sur la finance et peut-être un impact réel justement au-delà de tout le greenwashing qui est fait, au-delà de toutes les limites structurelles que tu as pointées. Alors moi, je fais l'auto-promo tout de suite au début. Voilà, donc j'ai écrit un premier livre en 2020 avec Alain Grandjean, donc le co-directeur de Carbone 4 sur une monnaie écologique. Donc c'est vraiment comment réformer les politiques monétaires pour les mettre au service de la transition. Et un second livre qui était plus focalisé sur la question de la dette, mais qui reprenait et qui approfondissait certains des concepts de monnaie écologique, parce qu'on va voir qu'aussi, aujourd'hui, et c'est un des premiers éléments que je veux dire, quand on parle de transition, de financement de la transition écologique, on parle de fiscalité, on parle de budget, on parle de finances vertes, justement, mais il y a un élément qui est toujours ou presque toujours absent, c'est la monnaie. La monnaie n'existe nulle part. Et ça, c'est un choix, on va y revenir, mais qui est en fait délibéré depuis longtemps, qui a consisté depuis les années 70, depuis ce qu'on a appelé le monétarisme, avec Milton Friedman et d'autres, qui ont pensé qu'il fallait exclure la monnaie du champ de décision des politiques publiques. Il fallait soustraire ça à la question démocratique, à la question du choix des politiques publiques, parce ces gens-là ont pensé que par principe, il fallait que la finance soit privée, que les allocations soient faites par des choix privés, et que surtout, si les gouvernements mettent les mains là-dedans, eh ben, ça va pas aller. Ils vont mal s'en servir. Ils vont le faire pour des raisons démagogiques. Ils vont le faire. Ça va créer de l'inflation, etc. Et alors. Gaël m'avait raconté aussi, et j'ai pu y aller depuis, que il y a quelque chose d'assez fascinant. Dans les murs de la Bundesbank à Francfort, il y a des fresques qui représentent cette histoire, l'histoire du Faust II de Goethe. Et alors là, ce que vous voyez, c'est l'empereur qui est à gauche et le diable qui est à droite, Méphistophélès, qui vient, alors l'empereur se plaint, j'ai pas assez d'argent pour faire tout ce que je veux, voilà. Et alors le diable arrive et lui souffle à l'oreille, vous n'avez pas assez d'argent, eh bien écoutez, moi je vais vous en créer de l'argent, voilà, ne vous en faites pas. Alors il passe un pacte avec le diable pour créer de l'argent. Et donc vous voyez déjà que le pouvoir public qui fait appel au pouvoir monétaire, à la création monétaire, c'est déjà une figure du diable, finalement. Hein. Donc déjà, on partait mal. Et alors ensuite, ça, c'est représenté dans les murs de la Bundesbank, c'est-à-dire tous les fonctionnaires de la Bundesbank passent tous les jours devant ces fresques, voilà. Et donc, évidemment, on connaît le poids de la Bundesbank sur la BCE. Bon, on va y venir après, j'y reviens, mais ça vous explique pourquoi il y a ce fameux article 123 sur lequel on revient juste après. Mais donc je repars un pas en arrière pour dire que merci cher Julien d'avoir cité le rapport de l'Institut Rousseau, parce qu'en effet en 2023 on a fait un rapport qui s'appelle Road to Net Zero pour le Parlement européen et qui montre les scénarios de financement. Et alors comme vous voyez en Europe, donc ce chiffre de 1520 milliards qu'on avait sorti, la Commission européenne est tombée sur 1560. Donc on était vraiment juste. Et on est à peu près sur la même chose sur ce qui se fait aujourd'hui. Ça, c'est ce qui se fait. Plutôt, c'est ce qui se fait, c'est ce qui pourrait être réorienté. C'est par exemple les véhicules thermiques où demain vous allez passer à des véhicules électriques. C'est ce qu'on développait pour l'aviation. Bah, demain, on va en mettre un peu moins pour l'aviation, on va en mettre un peu plus pour le train, etc. Donc ça, c'est des investissements qui existent, des sommes qui existent, mais qu'on peut réorienter. Par contre, il y a tout un gap au-dessus
les 360 milliards d'euros par an, qui n'existent pas. Et que là, il faut déployer. Et ça n'existe pas, alors notamment dans tous les domaines que pointait Julien, qui sont pas rentables, la protection des forêts, des zones humides, la question du financement et des investissements très longs, comme par exemple, bon, le bâtiment, rénover des bâtiments, oui, ça peut être rentable, mais au bout de 15-20 ans, c'est des horizons que les marchés financiers aiment pas beaucoup, surtout pas pour des investissements individuels. Donc du coup, il faut un vrai soutien public. On sait que sur la rénovation énergétique des bâtiments, si on n'aide pas quasiment à 100%, hein, vraiment en subvention à 100% les ménages modestes, ça ne se fait pas, tout simplement. D'où les errements malheureux qu'on a en ce moment sur MaPrimeRénov'. Un coup, on met 1 milliard ou 2 milliards en plus, l'année d'après, on les enlève. Et résultat, ça a un impact direct sur les entreprises qui sont censées faire de la rénovation, parce qu'ils se disent, bon, écoutez, vous n'êtes pas clair avec vos politiques publiques, nous former nos entreprises et les qualifier pour faire de la rénovation énergétique, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie, ça nous coûte de l'argent parce qu'il faut former les salariés et pendant ce temps, ils bossent pas. Vous avez des politiques publiques qui changent d'une année sur l'autre, bah écoutez, nous on le fait pas. Et résultat, vous savez combien on a d'entreprises en France qui sont qualifiées pour faire de la rénovation globale? 5. Voilà, alors qu'il faut rénover, alors on en a plus qui savent faire de la rénovation par geste et tout ça, mais qualifiés pour la rénovation globale, on en a 5. Alors qu'il faut rénover pas loin de 20 millions de logements et de bâtiments publics. Donc évidemment, on n'avance pas. Donc c'est surtout ça. Et c'est là qu'on a une divergence, nous, à l'Institut Rousseau, mais avec d'autres, avec la Commission européenne et même avec le rapport Pisani-Ferry, c'est que sur ce gap d'investissement supplémentaire, pour nous, il y a les 2 tiers qui devront être pris en charge par le public, parce que le privé ne le fera pas. Et il n'y a pas les incitations, je reviens sur ce que Julien a dit, il y a pas les moyens, c'est pas intéressant pour les fonds d'actifs, donc tout ça c'est pas intéressant. Alors en effet, il y a une partie sur les énergies renouvelables qui est intéressante, mais elle l'est aussi parce qu'il y a beaucoup de soutien public, hein, il y a des tarifs de rachat, ça coûte beaucoup d'argent. Là, comme les prix de l'énergie ont augmenté, bah, ça fait un joli trou dans le budget. Alors ça c'est marrant, je vous le dis au passage. Là, vous entendez peut-être que dans le dernier budget, le budget de l'écologie a augmenté. Hein. Eh ben pas du tout. En réalité, alors si, il a augmenté facialement. Pourquoi? Parce que les soutiens à l'énergie renouvelable, du fait de l'augmentation des prix de l'électricité qui ont été contractualisés, eh bien, coûtent beaucoup plus cher à l'État. Donc du coup, l'État est obligé de mettre beaucoup plus de sous sur les soutiens aux énergies renouvelables parce que ça, c'était des contrats. Mais tous les autres budgets, biodiversité et autres, tout est en baisse. Les moyens, les agences de l'eau, etc., tout est en baisse. Donc on a des artifices comptables comme ça. J'en rajoute un autre parce que Julien l'a évoqué et celui-là il me plaît particulièrement sur les obligations vertes qui sont faites par l'État. La France s'enorgueillit d'être le premier grand pays à avoir mis en place des obligations vertes, etc. Vous savez comment c'est fait? On prend la partie du budget de l'État qui finançait déjà l'ADEME, l'OFP, les institutions, bon, ou peu importe, toutes les actions que l'État peut faire aujourd'hui en matière de transition écologique, et on dit, bon, ben, ça représente à peu près 40 milliards d'euros. C'est ce qu'on faisait déjà. Et ben là, on dit, ben, c'est simple, on peut émettre, vu qu'il y a 40 milliards d'euros du budget de l'État qui finance des actions vertes, on peut émettre chaque année jusqu'à 40 milliards d'euros d'obligations dites vertes. Et comme disait Julien, il n'y a pas le moindre changement dans la manière d'émettre ces obligations, il n'y a pas le moindre changement dans le rendement, dans l'émission et tout ça. Bon, je ne vous ai pas mis mais d'ailleurs, l'agence France Trésor, qui est l'agence
qui gère la tête de l'État, le reconnaît pleinement. Elle dit moi j'emprunte sur les marchés, peu importe que ça soit vert ou pas, on le décide après, puis de toute façon ça va dans le budget commun de l'État et après on répartit enfin. Donc voilà, donc c'est là vraiment bon, il y a des blagues évidemment sur le privé, mais sur l'État, les obligations vertes de l'État, c'est le summum de la blague et c'est reconnu par les acteurs eux-mêmes. Donc on a le problème, voilà, sur ces 360 milliards et les discussions. Et alors là où les discussions deviennent compliquées, c'est que évidemment, pour la France, on est à peu près à 90 milliards d'euros en plus qu'il faudrait mettre, dont les deux tiers de public, même un peu plus, à peu près 66 milliards par an. 66 milliards par an, quand vous prenez aujourd'hui le déficit qui est à 5-6% du PIB, un peu moins là, 5,1 selon les derniers chiffres, si vous voulez le ramener comme c'est prévu par le gouvernement, à 3% d'ici 2030. Il faut que vous fassiez 15 à 20 milliards d'euros de baisse de dépenses ou alors d'augmentation de recettes chaque année. Chaque année. Bon, le gouvernement a dit je touche pas aux impôts des plus riches, vous l'avez bien compris. Donc, et ben là on a un problème. Vous avez une obligation, et c'est ce qui va se produire, de 15 à 20 milliards d'euros de dépenses par an. Et nous, de l'autre côté, on dit, oui, mais si on veut tenir la neutralité carbone, je parle même pas de ce qu'il faut faire pour la biodiversité ou pour l'adaptation du territoire au changement climatique. On est juste sur la neutralité carbone. Ça serait probablement au moins le double si on ajoutait l'adaptation du territoire et la biodiversité en matière d'investissement nécessaire. Ben là, vous faites comment? Il y a une impossibilité. Vous ne pouvez pas réduire de 15 à 20 milliards les dépenses chaque année et trouver 60, 80 ou 100 milliards en plus par an, rien que pour la transition, pour la neutralité carbone ou la transition écologique. On ne parle pas de ce qu'il faudrait faire pour l'hôpital, pour la recherche, pour bien d'autres secteurs qui en auront également besoin. Alors ce qui se passe, c'est que ben voilà, on détricote petit à petit, on rabote chaque année les budgets. Alors, on supprime pas encore massivement tout d'un coup, mais chaque année, c'est le coup de rabot supplémentaire. Alors, on déprime tout le monde, il y a de moins en moins, voilà, on fait de moins en moins, on se prépare. Là, pour l'ADEME, hein, vous avez vu dans l'actualité, l'agence pour la transition énergétique et écologique. On lui a raboté ses budgets année après année. Maintenant, on dit, vous arrivez plus à tenir vos missions, alors on va découper l'établissement au niveau territorial, etc. Bon, donc on est dans ce type de politique et donc on a un problème avec cette approche du coup qui nous contraint. Et alors si la solution justement, c'était la monnaie. Une des solutions, hein, pas la seule, hein, il y a bien sûr des solutions fiscales, etc. Mais il y aurait aussi une solution qui pourrait venir de la monnaie. Alors pourquoi ? Parce que la monnaie, la création monétaire, c'est un peu le cœur du système. C'est-à-dire, c'est ce qui permet. Ah oui, alors je voulais, mais je suis étonné, j'avais. Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Bon, c'est qu'en fait, depuis longtemps, déjà au début du XXe siècle, on avait des penseurs, Rosa Luxembourg, mais beaucoup d'autres, hein, Ricardo dans une autre obédience, qui avaient compris que, en réalité, la manière de développer l'économie, ça se fait pas, comme on pourrait croire, uniquement par des flux physiques, des ressources naturelles. Il faut l'impulsion créée par la monnaie, par la finance. Et donc, elle dit bien, ça c'est très clair, pour mettre en circulation des marchandises, pour faire fonctionner le système, il faut une masse monétaire qui évolue et qui permet, alors elle évolue par le crédit souvent, hein, c'est les banques privées qui créent la monnaie,
Ça, je pourrais y revenir si vous... Mais voilà, je passe vite fait là-dessus. Mais contrairement à ce qu'on vous dit, ce ne sont pas, à ce qu'on entend parfois, ce ne sont pas les dépôts qui permettent les crédits, mais l'inverse. C'est-à-dire, c'est quand les banques prêtent de l'argent qu'elles créent qu'on peut ensuite avoir des dépôts. Et donc, la création monétaire est au cœur du système qui permet eh bien, de financer les individus, les entreprises, les États. Alors, il y a une autre source de création monétaire possible qui est celle de la Banque centrale, via des politiques d'achat d'actifs, via des politiques de refinancement des banques, on y reviendra après, mais simplement pour vous dire, voilà que on a ce levier monétaire qui est très important. Et ce levier monétaire, il repose sur une idée, hein, dans le titre de ma présentation, de neutralité monétaire. En réalité, aujourd'hui, dans le système bancaire comme auprès de la Banque centrale, vous avez grosso modo que deux critères qui permettent de décider qui a le droit à de la monnaie qui va être créée. Le premier critère, c'est vous avez la capacité de rembourser ou pas. Le second critère, c'est est-ce que c'est assez rentable. Voilà, c'est tout. Donc une banque, elle prend sa décision comme ça. Elle va pas prendre sa décision sur des considérations écologiques, elle est neutre de ce point de vue-là. Et on a inscrit ça également au niveau européen dans les traités. Donc la Banque centrale, qui est, si vous voulez, la banque des banques, hein, pour faire simple, qui se situe encore un niveau au-dessus, bah, fonctionne pareil. Par exemple, pendant toute la période du quantitative easing, vous voyez, elle a créé, depuis 2015 en Europe, elle a créé pas loin de 6 000 milliards, hein, c'est des milliers de milliards d'euros. 6 000 milliards d'euros. Bon, elle l'a fait pour sauver le système financier, elle l'avait déjà fait un peu après la crise de 2008, elle l'a refait au moment évidemment du Covid, c'était la deuxième grosse vague. Donc là, elle achète des titres publics, des titres privés aussi. Et l'illustration parfaite de ce concept de neutralité monétaire, c'est qu'elle se fiche complètement de savoir si les titres qu'on lui amène sont des titres d'entreprise qui polluent, des titres d'entreprise qui polluent pas, etc. C'est la cotation financière qui compte. C'est un titre qui va être remboursé d'une entreprise à peu près solvable. Bon, d'accord. Et encore, c'est pas toujours le cas. On pourrait discuter de la qualité des collatéraux. Mais donc il y a ce principe de neutralité monétaire. Maintenant, imaginez qu'à un moment, on dise à la Banque centrale, mais on peut rien lui dire, c'est le principe d'indépendance, article 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais imaginez qu'on puisse, et qu'on lui dise, eh bien, quand vous allez prendre des actifs pour refinancer, alors comment ça se passe très concrètement? Une banque privée a besoin de ce qu'on appelle de la monnaie centrale qu'elle ne peut obtenir qu'auprès de la Banque centrale. Donc quand elle va au guichet de sa banque, en fait, de la banque des banques, une banque privée, elle doit mettre en collatéral, en garantie, des titres de dette d'entreprises publiques ou enfin d'entreprises publiques ou privées ou d'États ou d'organisations diverses et variées. Et donc à ce moment-là, la Banque centrale pourrait dire, eh ben écoutez, votre titre d'entreprise polluante, soit je l'accepte pas, ça serait radical, soit je l'accepte, mais en mettant une décote, en disant, bah, par exemple, vous me donnez un titre qui vaut 100, mais il est très mauvais pour le climat, alors moi je vous donne 50. Voilà, vous voyez. Et inversement, on pourrait imaginer le même système à l'inverse. Vous me donnez un titre d'une entreprise qui est très vert, très positif pour la transition écologique, et bien ce type vaut 100, ben moi je vais vous donner 120. Voilà, on pourrait imaginer des solutions comme ça. Mais ça se heurterait au principe de neutralité monétaire qui découle lui-même du principe de libre concurrence et qui conduit la Banque centrale à dire non, moi je ne veux pas agir sur les structures du marché, ce n'est pas mon rôle, ça c'est de la politique, donc moi non, je reproduis la structure du marché.
Mais reproduire la structure du marché, ça conduit à quoi? Ben, ça conduit à financer ceux qui dominent le marché actuellement. Donc c'est pas du tout de la neutralité, c'est une reproduction à l'identique, un soutien à la reproduction à l'identique du système tel qu'il existe. Et donc dans le quantitative easing, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que quand il s'agissait des types privés, eh bien la BCE avait acheté pour 80-90% de titres de grandes entreprises qui ne faisaient aucun effort pour la transition écologique, voire qui étaient des entreprises très polluantes, comme Total ou autres. Et donc, on a ce problème de la neutralité, qui est un concept faux en pratique, hein, comme je viens de le dire, et qui en plus ne permet pas d'orienter les politiques comme on le souhaiterait. Il y a un deuxième point que je voulais dire par rapport à ce graphique, c'est que, vous voyez, on a créé 6 000 milliards d'euros en Europe, pareil aux États-Unis. Le PIB de l'Union européenne, dans le même temps, sur la même période, il a progressé de 2 000 milliards d'euros. Question, à 4 000 milliards d'euros, où sont-ils passés? Quand même une question importante, parce qu'on ne les retrouve pas dans la richesse produite. Eh ben, ils sont passés dans la sphère financière, parce qu'on a des banques centrales qui, du fait de cet article-là, ne peut pas ni financer les États, ni, vous voyez, ça a été bien pensé, hein. Enfin, ça, faut avouer que ça a été bien pensé. On ne peut pas financer les États membres, les institutions ou organismes de l'Union, les administrations centrales, les autorités régionales, les autorités publiques. Là, ça a été coupé dans mon PowerPoint, mais vous avez aussi les banques, les banques d'investissement, etc. Bref, vous pouvez absolument pas agir avec tout ce qui représente potentiellement la sphère de l'intérêt général. C'est-à-dire des organismes qui ont été élus dans les États ou dans les autorités locales, ou qui sont des bras armés des autorités politiques comme les banques publiques d'investissement. Bah, tout ça, vous pouvez pas agir avec eux, en tout cas pas de manière préférentielle, et donc vous pouvez pas. Donc qui vous reste? Eh ben les banques. Et donc à chaque fois, qui sont les seuls, avec les États, mais sauf que le financement va être dans un sens, à avoir un compte à la Banque centrale. Et donc, du coup, une banque centrale, quand elle veut injecter de l'argent dans l'économie, quand elle veut soutenir, elle passe toujours par les banques. Elle n'a pas le choix. C'est une construction qui a été faite comme ça et qui a été pensée comme ça. Donc, tout l'argent qu'elle crée passe par les banques. À tel point que, bon, vous le savez peut-être, mais au moment où il y a eu le quantitative easing, il y avait des banques qui achetaient un titre d'un État et qui le revendaient dans la seconde d'après à la Banque centrale, en empochant bien sûr une commission au passage, hein, parce que rien n'est gratuit, évidemment. Et donc, on est dans ce système-là. Donc ça, c'est un premier problème, parce que vous voyez que le filtre joué par les banques et au-delà par les marchés financiers avec lesquels elles sont complètement interconnectés, eh bien joue ce rôle finalement de filtre de la création monétaire, et moi j'ai appelé ça dans mon dernier livre des trous noirs monétaires, c'est-à-dire que vous avez les marchés financiers qui jouent le rôle de trous noirs, ils attirent à eux la création monétaire et puis ils la laissent plus ressortir. Ça disparaît dans ces méandres-là, et c'est pour ça que vous avez un paradoxe énorme, qui est que vous avez beaucoup trop d'argent à certains endroits et dans les marchés financiers, et pas du tout assez là où il en faudrait. Et donc on a ce paradoxe dans nos sociétés, du fait de ces mécanismes de création monétaire, où on a beaucoup trop d'argent à certains endroits et et pas assez à d'autres. Alors, et notamment dans la transition, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour revenir un peu là-dessus?
Alors déjà, comprendre que ce principe de neutralité monétaire, il est issu de vieilles théories qu'on retrouvait déjà au 19e siècle et qui étaient déjà contestées à l'époque, selon lesquelles la monnaie, c'est qu'un voile jeté sur l'économie, c'était Jean-Baptiste Say, c'est-à-dire c'est quelque chose qui en réalité n'a pas d'importance. Et on retrouve ça aujourd'hui, et désolé pour notre ami Jean Covici, mais on retrouve ça un peu parfois, même aujourd'hui, chez certains défenseurs de la transition énergétique ou écologique, qui disent, bon, finalement, il n'y a que les flux physiques qui comptent, l'énergie, etc. Et puis tout le reste, bon, c'est de l'intendance, ça n'a aucune importance. Mais non, pas du tout. Là, vraiment, moi, je m'inscris complètement faux par rapport à ça. Les flux monétaires décident de l'impulsion initiale. Évidemment, à eux seuls, ils ne sont rien s'il n'y a pas d'action physique derrière, mais ils ont un rôle énorme. La monnaie n'est pas du tout un voile. Et c'est terrible de penser ça parce que ça rejoint justement ce qu'ont voulu faire les penseurs monétaristes, à dire, écoutez, la monnaie, c'est un truc technique, pas du tout politique. Les États, les élus, ne mettez pas vos mains là-dedans. C'est des choses trop compliquées pour vous. Et résultat, bah, voilà ce que ça donne. Pour le quantitative easing, moi, ma conviction, c'est qu'on aurait pu créer, mais à peine le tiers de cette monnaie si on l'avait orientée aux bons endroits. On n'avait pas besoin de créer 6 000 milliards d'euros avec l'explosion des inégalités que ça a produit par ailleurs. Donc premier point, revenir sur cette notion et faire en sorte que la Banque centrale change cette notion. Deuxième, on en a un peu parlé, l'action sur les collatéraux. On peut avoir aussi la même chose avec des taux différenciés. Emmanuel Macron avait dit ça une fois d'ailleurs. Alors, il y avait un journaliste des Échos qui m'avait appelé en disant mais Emmanuel Macron vous a lu. J'ai dit j'en serais très honoré, mais il ne le fera jamais et il ne l'a évidemment jamais fait. Mais là aussi ça serait très puissant et on a déjà des outils. Par exemple, la Banque centrale dit quand une banque a pas assez fait de crédit au public et qu'elle est trop restée sur les marchés financiers, eh ben on lui met un petit taux supplémentaire. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un outil qui existe comme ça. Pourquoi on aurait une banque centrale qui pilote un taux d'intérêt unique pour toute l'économie tout le temps? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de raison. C'est une simplification grossière. Et en plus, on a perdu par rapport à ce qu'on faisait dans les années 60-70, où on avait des taux d'escompte qui pouvaient être différents selon les secteurs. Donc là aussi, des taux différenciés, ça pourrait être une manière de dire, bah voilà, on veut privilégier tel ou tel secteur et c'est assumé, c'est pour l'intérêt général. Ensuite, réforme des règles budgétaires et des aides d'État, ça nous emmènerait peut-être un peu loin et c'est moins le sujet du jour. Il y a encore quelques solutions un peu innovantes. Alors une qu'on avait proposée avec Gaël, qui est l'annulation conditionnelle des dettes publiques qui sont détenues par la BCE aujourd'hui en échange de grands plans d'investissement écologique. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, 25% de la dette des États de l'Union européenne est détenue par la Banque centrale. Ça vient de l'héritage des politiques de quantitative easing. Qu'est-ce qu'en fait la Banque centrale? Absolument rien. Les États lui remboursent, nous tous on paye des impôts pour que l'État rembourse sa dette à la Banque centrale pour 25%, qui, quand elle reçoit cet argent, le détruit. De la même manière que votre banque, quand elle reçoit le remboursement de votre crédit, elle détruit tout simplement la monnaie, qui a un flux comme ça tout le temps entre création et destruction monétaire. Nous, on avait dit, c'est complètement stupide. Il y a un acteur qui est la Banque centrale, qui est le seul acteur du système qui n'a pas besoin d'être remboursé, vu qu'il a la capacité de créer la liquidité ultime, de créer de la monnaie, et que c'est le seul qui ne craint pas la faillite. Donc pourquoi nous, on renoncerait finalement à financer énormément de choses, on se serrait la ceinture dans plein de domaines pour rembourser une institution qui n'en a pas besoin? Et alors en plus, il y a
à l'époque où on avait fait la proposition, les banques centrales faisaient encore un peu de bénéfices et donc elles les reversaient aux États. Maintenant, elles n'en font plus. Maintenant, rembourser une banque centrale pour un État, c'est comme rembourser une banque privée, et donc ça n'amène rien. Donc, on avait fait cette proposition. Et puis une autre proposition qui, elle, va plus loin et qui nécessiterait voilà, mais que je défends aussi depuis de nombreuses années, ça serait de dire à un moment, eh bien, on récupère par des mécanismes démocratiques la capacité à créer de la monnaie libre de dette, c'est-à-dire sans contrepartie sous forme de dette, dans des volumes évidemment contrôlés, avec des intentions ciblées et décidées démocratiquement. Et là, on fait un double, on a un double avantage, c'est que d'une part, on finance les 360 milliards qui nous manquent et qu'on n'arrive pas à financer, et d'autre part, on injecte plus de monnaie dans l'économie qu'il n'y a de dette, et donc c'est une arme de désendettement massive qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment, on est bien d'accord, mais je montre juste un dernier chiffre, parce qu'on nous dit toujours que ça va créer de l'inflation, et là sur ce graphique, on voit bien que depuis les années 80, la masse monétaire mondiale a plus que doublé, et le taux d'inflation, lui, s'est réduit. Donc tout ça pour dire que les discours qu'on nous oppose généralement en disant mais si on crée de la monnaie, eh bien ça va faire de l'inflation, les prix n'auront plus aucun sens, bah, c'est pas du tout ce que l'histoire nous montre. Et donc il faut pas refuser. Ah bah alors vraiment, ça apparaît un tout petit, désolé. Je vais lire, mais je finis par cette phrase du poète George Luis Borges dans Le Zaïre, qui est une de ses nouvelles, où il dit que finalement il n'y a rien de moins matériel que l'argent, que c'est une décision humaine, et surtout, cette formule que j'aime beaucoup, c'est un répertoire de futures possibilités. Ça peut être ce qu'on veut, ça peut se transformer en différentes choses. Il n'y a pas de règle absolue. L'histoire monétaire a montré des formes très très différentes de systèmes monétaires, et encore aujourd'hui, entre la manière dont la Chine utilise son arme monétaire à fond et non pas du tout. Bon voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, et il ne faut pas se laisser cantonner par des dogmes qui aujourd'hui nous privent d'un outil essentiel au service de la transition. Voilà, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions techniques? Ouais, il y a peut-être une question, le lien entre l'inflation et la masse monétaire, c'est pas plus pertinent d'avoir la dérivée de la masse monétaire par rapport à l'inflation? Enfin, c'est l'augmentation de la masse monétaire qui pose problème plus que ça. Oui, mais là, là, ah, non, mince, là, bah, c'est l'augmentation de la masse monétaire, mais là, ça montre bien qu'elle Oui, a... en fait, elle continue quand même à augmenter fort. Oui, oui, On pourrait imaginer que le fait qu'elle se commence à saturer explique pourquoi on est à un moment de l'inflation. Mais non, mais en fait, vraiment, il y a pas de lien. Il y a plein de travaux qui montrent que les prix sont déterminés. Alors évidemment, je vous dis pas que si demain on crée 100 milliards d'euros simplement pour acheter des chaussures Nike, à la fin, le prix des chaussures Nike n'augmenterait pas. Évidemment, il y a une question de rapport entre la monnaie disponible et les capacités de production, ça c'est certain. Mais on a aussi beaucoup de cas, et ça nous intéresse pour la transition énergétique et écologique, où la création monétaire peut conduire à faire baisser les prix. Et c'est exactement ce que les Chinois ont fait. Ils ont investi massivement, ils ont donné commande à leur banque publique de dire vous financez toutes les énergies renouvelables à taux zéro pour faire baisser les prix et pour inonder les marchés mondiaux. Vous donnez des subventions massives qui sont financées aussi par création monétaire. Et donc oui, c'est pas les mêmes systèmes qu'on a dans des logiques de libre concurrence où les prix sont fixés uniquement par le marché. Mais ça marche. On a des cas où on peut faire baisser les prix. Et puis même si on n'utilise pas ce type de dérivé-là, on voit que les prix sont déterminés par des tas d'autres facteurs que seulement le lien entre la masse monétaire et les prix. Voilà. on va faire une petite pause du coup de
Jusqu'à 15h30. jusqu'à 15h30 et on reprendra avec la présentation de Gaël Giraud, puis la discussion avec des questions un peu sur le fond des